Merci de ne pas vous être abstenu de venir ce soir. Alors, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai commis pendant la campagne présidentielle, donc il y a quelques mois, ceci, ce petit brûlot, no vote, manifeste pour l'abstention. Alors là, vous ne voyez rien puisque je dois lancer le PowerPoint, voilà, le voici. Voilà, tout va bien. Voilà, ce petit brûlot. Alors, l'abstention, c'est pas le sujet de ce soir. Je vous rassure, je vous rassure ou pas d'ailleurs, mais je vais pas vous parler d'abstention. Bien sûr, c'est lié, mais c'est pas vraiment le sujet. En revanche, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que ça a plutôt pas mal marché. Ça a plutôt pas mal marché pour moi. Alors, moins, il est vrai, en librairie que dans les urnes. Puisque on a été quasiment 60% à s'abstenir aux élections législatives, et même davantage si on compte les 9 millions de Français qui sont non inscrits sur les listes électorales ou mal inscrits sur les listes électorales. Et malgré ces 60%, eh bien, comme par enchantement, aujourd'hui, on a quand même un gouvernement, on a quand même une Assemblée nationale avec des députés qu'on doit juger légitimes. Tout ça parce que, quelques mois plus tôt, un candidat hocus pocus est sorti du chapeau comme un lapin. On a mis le paquet sur les images, les effets spéciaux, vraiment dans le PowerPoint, c'est le principal de cette conférence. Et un petit peu avant, Donald Trump, j'aime beaucoup cette image de Donald Trump, donc Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine avec moins de voix que sa concurrente démocrate, abracadabra. Voilà. Alors là, on est vraiment dans notre sujet. Le sujet, c'est la magie du vote. Pour le traiter avec la rigueur qu'il se doit, je vous propose de commencer par essayer de se connaître un petit peu. Alors je vais vous poser deux questions successivement et je vais vous demander d'y répondre simplement en levant la main. Et je vous rassure encore une fois, ça va être le seul moment interactif de la conférence. Je ne suis pas très fan non plus de l'interactivité. Alors, première question, c'est est-ce que vous priez ? Est-ce qu'il vous arrive, comme cette charmante petite fille, elle est mignonne, voilà, j'ai bien sélectionné encore une fois l'image, donc très concentrée sur sa prière. Donc, à main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui prient ? Il y en a quelques-uns. Je pensais, comme on est quand même une époque très très laïque, je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout. Il y en a quelques-uns, qui ont surtout le courage d'ailleurs de dire qu'ils prient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est moins courant, etc. Alors maintenant, seconde question, vous allez je crois déjà comprendre où je veux en venir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui votent ? Ouais, il y en a beaucoup plus. Il y en a, voilà. Même ceux qui arrivent, ils votent également. Voilà. Alors effectivement. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce gugus ? Parce que évidemment, prier et voter, ça n'a absolument rien à voir. Eh bien, justement, c'est tout l'enjeu de cette conférence. Ceci dit, ça n'a rien à voir. J'ai déjà deux objections parce que je vois déjà au moins deux points communs. Le premier point commun, c'est que quand on prie et quand on vote, dans les deux cas, on s'exprime. On extériorise quelque chose. Il pourrait y avoir une grille de lecture psychanalytique de la prière, et quand on va aux urnes, bien entendu, on pousse des coups de gueule, on s'exprime. L'autre point commun, c'est que dans les deux cas, alors certes, on ne s'adresse pas à la même personne, mais on aimerait bien être entendu quand même. On aimerait qu'il y ait un résultat, on aimerait que quelque chose change dans sa vie. Alors du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre prier et voter ? Pour bien la comprendre, il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre du festival Pop Philosophie, donc on va recourir à un adjuvant philosophique. J'ai rien trouvé de mieux que Emmanuel Kant. Alors là, comme alibi philosophique, on ne fait pas tellement mieux. Donc Emmanuel Kant, qui, dans la critique de la raison pure, nous dit qu'il faut distinguer les phénomènes des noumènes. Et ça, dans l'histoire de la pensée, c'est extrêmement important parce que pendant 10 siècles, on s'est enferré avec la preuve ontologique, c'est-à-dire la preuve de l'existence de Dieu. Et quand il arrive et il nous dit « stop », il faut arrêter les frais sur la preuve de l'existence de Dieu parce qu'il faut distinguer les phénomènes et les noumènes.
Alors, les noumènes, c'est quoi? Eh bien, justement, les noumènes, c'est par exemple Dieu, les anges, c'est tout ce qui relève de la transcendance, de la spiritualité, de la métaphysique. Et Kant nous dit, toutes ces choses-là, ça n'est pas le domaine de la science. Ça n'est pas le domaine de la connaissance, du savoir, de l'expérimentation, c'est le domaine de la foi et de la croyance. Par opposition aux phénomènes, alors les phénomènes, il y en a plein, ça peut être la pluie, ça peut être le tonnerre, alors ça c'est le domaine de la science, c'est le domaine de l'expérimentation, c'est le domaine de la connaissance. Et c'est ça la différence fondamentale entre prier et voter. C'est que quand je prie, je m'adresse à un noumène dont je ne peux pas démontrer, nous dit Kant, l'existence, et donc par voie de conséquence, je ne peux pas démontrer l'utilité ou l'inutilité de la prière. En revanche, le vote, lui, s'adresse à des phénomènes, des êtres de chair et de sang, et donc je peux prouver l'utilité ou l'inutilité du vote. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire justement maintenant. Alors justement, théoriquement, à quoi ça sert de voter? Eh bien, théoriquement, ça sert à deux choses. La première chose, c'est de choisir ses représentants, choisir ses dirigeants. Et la seconde chose, c'est de choisir les politiques qui vont être menées dans le pays. Alors, est-ce que voter permet de choisir ses représentants? Ben, pas tellement. Pas tellement. Premier argument, je vous fais remarquer que la plupart des gens qui se présentent à nos scrutins, nous ne les connaissons pas. Dès qu'il y a des scrutins de liste, alors scrutin municipal, régional, etc., vous avez une flopée de noms qui vous arrivent dans l'isoloir, vous ne savez pas évidemment qui c'est, alors sauf quand on est dans des petites municipalités, voilà, des petits bourgs ruraux où là tout le monde se connaît, mais passé ce moment-là, on ne les connaît pas. Interrogez-vous, posez-vous la question, est-ce que vous connaissez vos élus ? Est-ce que vous connaissez vos élus municipaux? Est-ce que vous connaissez vos élus régionaux? Même vos députés avec la vague En Marche, je ne suis pas sûr que vous les connaissiez, c'est des têtes nouvelles, et je ne vous demande même pas si vous connaissez vos députés européens, alors là, personne ne les connaît du tout. Tous ces gens-là, ce n'est pas nous qui les choisissons. On ne sait pas pourquoi ils sont sur cette liste. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas sur une autre liste. On ne sait pas pourquoi ils sont à ce rang-là sur la liste et pas à un autre rang. On ne peut pas comparer les listes du point de vue des ressources humaines. Ce choix, il n'est pas fait par nous. Il est fait dans la plus grande opacité par les partis. Mais vous allez me dire, et vous aurez raison, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. C'est pas les petits élus qui comptent, c'est les grands élus qui comptent, c'est-à-dire les têtes de liste, et eux, effectivement, on les connaît. On connaît en général, parce qu'ils sont médiatisés, les hommes politiques qui tirent les listes, j'ai parlé des députés européens, donc des élections européennes, même des municipales, des régionales, etc. Et alors, encore plus fort, on connaît les candidats à l'élection reine dans notre pays, à savoir l'élection présidentielle. Voilà, c'était les derniers candidats à l'élection présidentielle, je pense que vous les reconnaissez tous. Alors, évidemment, d'emblée, on ne les connaît pas tous de la même manière, mais pendant l'élection, on apprend à les connaître. N'empêche que les plus importants de ces candidats ont fait l'objet d'une présélection opaque de la part du système politique. Et donc, s'il y a un choix de la part de l'électeur, de ses gouvernants, de ses représentants, c'est un choix de dernier ressort. C'est comme si, dans un concours administratif, on remplaçait l'écrit égalitaire par des petits arrangements entre amis et que nous, électeurs, nous soyons le jury d'oral. Pourquoi pas? Mais il se pourrait même que ce choix de dernier ressort, lui aussi, il soit purement illusoire. Alors pourquoi il serait illusoire, ce choix de dernier ressort? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que justement, les principaux personnages politiques ont fait l'objet d'une présélection du système politique. Et ça, ce n'est pas du tout innocent. Pourquoi ce n'est pas innocent? Parce que ça suppose souvent une sociologie commune. Il y a une certaine consanguinité, c'est-à-dire qu'on sait très bien que pour émerger dans le système politique, souvent, il faut avoir fréquenté les mêmes sérails, les mêmes cénacles, les mêmes écoles, mais vous allez me dire, et vous aurez raison, il y a des hommes et des femmes politiques qui émergent sans avoir fait Sciences Po Helena, pour faire schématiquement. Et vous avez tout à fait raison. N'empêche que pour
être sélectionné par le système politique, il faut faire son trou dans un parti politique ou être porté par une personnalité politique. Et ça suppose des choses extrêmement précises, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Ça suppose de réseauter, ça suppose de se faire des amis, ça suppose d'intriguer, de manigancer, éventuellement de mener des jeux d'influence, de mentir, pourquoi pas, etc., etc. Tant de choses qui sélectionnent un profil psychologique, un profil mental et des compétences, entre guillemets. Notre système politique, le système de la représentation, sélectionne des gens qui ont effectivement des compétences, la compétence de la conquête et de la conservation du pouvoir, mais pas la compétence forcément de l'exercice du pouvoir. Je ne dis pas qu'ils sont nuls pour exercer le pouvoir, je dis juste que ce n'est pas pour ça qu'ils émergent. Autrement dit, c'est des gens qui, parce qu'ils ont fait l'objet de cette présélection, ont de gros points communs, ont une conception commune de la politique et du pouvoir, et du coup, nous, les lecteurs, eh ben, on se trouve souvent dans cette situation. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, hein, comme cette dame. Alors, tout le temps, dit monsieur, ben oui, comme cette dame qui se retrouve devant un paquet de lessives différentes. Et alors, apparemment, elle a un choix démesuré. C'est vrai que le choix est presque impressionnant. Mais quel est son choix réel? Sachant qu'on sait qu'on trouve des produits qui sont très proches, voire des produits identiques, dans des boîtes différentes. Ben, souvent, avec les gens qui se présentent à nos suffrages, on peut se demander si on n'est pas dans la même situation. L'autre raison pour laquelle, à mon avis, notre choix est totalement illusoire, c'est que les candidats qui se présentent à nous et que nous connaissons ne sont égaux que sur le papier. En réalité, ils ont des capacités d'influence extrêmement différentes, ils ont des surfaces médiatiques différentes, ils ont des poids extrêmement différents. Et donc, pour continuer notre analogie avec les lessives et cette malheureuse dame, on sait très bien que quand on est à sa place, on a l'impression d'être libre de notre choix, mais en réalité, on est extrêmement manipulé, on est influencé par un tas de choses, par la pub, par le marketing, par le placement dans les rayons. C'est hyper important, le placement dans les rayons. À l'évidence, ces deux candidats ne sont pas placés au même endroit dans les rayons du supermarché électoral. Alors, est-ce que véritablement voter permet de choisir ses représentants? Fort de ces quelques éléments, je vous laisse tirer vos conclusions. Est-ce que pour autant, voter permet d'orienter les politiques menées? Eh bien là encore, malheureusement, pas tellement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le mandat n'est pas impératif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le mandat n'est pas impératif? Ça veut dire que tout simplement, celui ou celle qui remporte l'élection n'a pas à suivre un cahier des charges, une feuille de route déterminée. Quand le mandat impératif existe quelque part, ce n'est pas platonique, hein. C'est sanctionné juridiquement. Ça veut dire que les actes qui sont pris en contrariété avec le mandat peuvent être annulés. Ça veut dire aussi, même le cas échéant, que l'élu peut voir son mandat terminé avant le terme. On peut le renvoyer, l'impeachment par exemple, ça existe dans plusieurs États américains et même au niveau fédéral. Alors en France, rien de tel. La Constitution française est extrêmement explicite sur ce point, puisque son article 27 dispose que tout mandat impératif est nul. Et ça a deux conséquences très importantes. La première conséquence, bon, on la connaît, cette conséquence-là, c'est qu'un élu n'a pas à mettre en œuvre son programme. Et la seconde conséquence qu'on connaît aussi, mais on n'y pense pas forcément spontanément, c'est que quand on est élu, on n'est pas élu que pour mettre en œuvre son programme. On est élu pour mettre en œuvre une politique globale qui dépasse largement le programme et qui n'a absolument pas à se cantonner à un programme. Et de fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on a voté, on ne peut pas savoir quelles mesures du programme vont être mises en œuvre ou pas. Je vous donne un exemple, vous allez me dire que je tire sur une ambulance, mais en même temps, je vends ma sauce, celui de François Hollande, qui avait dans son programme deux grandes mesures sociétales. La première, c'était, vous le savez, le mariage pour tous, et la seconde, c'était l'euthanasie. En votant pour François Hollande,
il fallait vraiment avoir une boule de cristal. En fait, on ne pouvait pas savoir qu'il allait mettre en œuvre le mariage pour tous, même en tenant bon face à un mouvement social d'une particulière ampleur, d'une particulière virulence, alors qu'il n'allait absolument pas ou presque pas avancer sur la question de l'euthanasie. On ne pouvait pas savoir. Et de manière plus globale, il est quand même assez troublant de remarquer que jusqu'ici, j'insiste bien là-dessus parce qu'on va y revenir, mais jusqu'ici, les politiques qui ont été menées par les différents gouvernements l'ont toujours été globalement, disons leur orientation globale, a toujours été en contradiction avec les mandats qui ont été donnés. On ne va pas remonter à Mathusalem, mais quand même Mitterrand. À l'évidence, les électeurs de Mitterrand avaient voté pour le gouvernement, la politique qu'a menée le gouvernement Mauroy, mais pas du tout pour le revirement libéral de Fabius. Les électeurs plus près de nous, de Jospin, avaient voté pour les 35 heures, mais pas pour qu'ils privatisent plus que Balladur et Chirac réunis. Les électeurs de Chirac avaient voté pour lui, je ne sais pas trop pourquoi, mais visiblement parce que pour qu'il réduise la fracture sociale. Bon, no comment. Et no comment également pour les électeurs de Hollande qui ont voté pour lui parce que son ennemi, c'était la finance. Alors, est-ce qu'il n'y a que les électeurs de gauche pour être systématiquement déçus? Alors, je suis désolé, j'ai mis les électeurs de Chirac de la fracture sociale à gauche. Bon, vous me comprendrez. Donc, est-ce qu'il n'y a que les électeurs de gauche pour être systématiquement déçus? Ben non. Non, pas forcément. On peut penser aux électeurs de Sarkozy qui pouvaient attendre, je ne sais pas moi, la fin des 35 heures, un retour à l'équilibre des comptes sociaux, un choc de compétitivité et de simplification, une politique plus sécuritaire, anti-immigrationniste. Eh bien, ils sont aussi restés sur leur faim. Mais ça n'a rien d'étonnant. Parce que toutes les politiques qui sont menées sont toujours menées au centre droit. Alors pourquoi le centre droit? Parce que ça correspond au consensus idéologique du moment. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant les chocs pétroliers, le consensus idéologique du moment était plus du centre-gauche, d'inspiration keynésienne. Là maintenant, dans un consensus d'inspiration libérale. Mais le résultat, c'est que jusqu'ici, parce qu'encore une fois, on va revenir sur Macron, mais jusqu'ici, on votait à gauche ou à droite, les campagnes se menaient à gauche ou à droite, les gouvernements avaient des étiquettes de gauche ou de droite, les électeurs attendaient des politiques de gauche ou de droite, et ils avaient toujours des politiques de centre-droit. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous peut-être, les électeurs de Macron ne peuvent pas être déçus à la fin de son mandat. Attention, je m'explique. Je distingue bien le contenu des politiques qui sont menées et l'orientation générale de la politique. Du point de vue du contenu des politiques qui sont menées, avec Macron, il n'y a aucune différence avec les gouvernements précédents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il peut mettre en œuvre. Et on a déjà commencé à le vérifier. La plupart des choses qu'il a faites jusqu'ici correspondent effectivement à son programme. C'est vrai. Les ordonnances travail, la loi de modernisation de la vie publique, la suppression du RSI, puis je pourrais citer d'autres choses. En revanche, les électeurs de Macron n'ont pas voté pour qu'il réduise les APL, pour qu'il gèle le traitement des fonctionnaires, pour qu'il réduise les emplois aidés, ça c'est en négatif, et en positif, ils n'ont pas voté non plus pour le plan environnemental qui est porté par Nicolas Hulot, puisque le programme de Macron en la matière était extrêmement faible. Donc avec Macron, comme avec les gouvernements précédents, on ne peut pas précisément savoir quelles sont les mesures qui seront mises en œuvre. En revanche, du point de vue de l'orientation générale du gouvernement, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour savoir qu'effectivement, il va mener, comme tous les gouvernements précédents, une politique de centre-droit. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois depuis Giscard, ça correspond effectivement au mandat qu'il a reçu, du peuple. Mais bref, qu'est-ce que tout ça, ça nous dit sur l'utilité du vote? Qu'elle est faible forcément, puisque je vote à droite, je vote à gauche, de toute façon je me retrouve avec une politique de centre-droit, et là vous allez me dire, parce que je suis sûr qu'il y a des malins parmi vous, dans ce cas il faut directement voter au centre-droit, même pas, parce que si vous ne votez pas, de toute façon vous aurez une politique de centre-droit. Alors cette fatalité de la politique du centre-droit, est-ce qu'on peut y échapper? Ça peut être une astuce, toujours du côté des malins, Une astuce, est-ce qu'on peut y échapper en votant pour des petits partis? Je vais vraiment casser toutes les illusions, en tout cas s'il y en a encore. De mon point de vue, non. Alors il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est on vote pour des petits partis qui n'ont pas d'accords gouvernementaux avec le grand parti correspondant.
Bon, là, ça ne marche pas du tout, hein. En tout cas, c'est mon sentiment. Est-ce que les hauts scores du Front National ont rendu la politique de droite plus anti-immigrationniste et sécuritaire? Je vous l'accorde, ça se discute, mais à mon avis, pas tellement. Et alors, encore plus caricatural de l'autre côté, est-ce que les hauts scores du front de gauche ont rendu la politique de Hollande plus sociale? À l'évidence, non. Maintenant, est-ce que ça marche mieux quand il y a un accord de gouvernement? Théoriquement, on peut se dire que oui. Parce que quand il y a un accord de gouvernement, il y a d'abord un accord programmatique. Malheureusement, non, parce que l'accord programmatique, souvent, c'est le parent pauvre de l'accord, hein. Principalement, l'accord, il porte sur des postes et des places, et spécifiquement le nombre de députés que le petit parti va avoir à l'Assemblée nationale. Et alors, du coup, on peut le voir par l'expérience, faire un constat. Est-ce que l'alliance avec les Verts a rendu le bilan environnemental de François Hollande meilleur? Alors, il est bon, le bilan de François Hollande en matière environnementale. Peut-être que je vais en surprendre plus d'un. Il a quand même fait des choses. Il a fait la COP 21, c'est pas mal. Il a fait la loi de transition énergétique et il a fait la loi de biodiversité. Donc là, on peut se dire, en fait, bah ouais, ça marche. Pas tellement. Parce que si on regarde avant, si on regarde Nicolas Sarkozy, il n'avait évidemment pas d'alliance avec les Verts. Et quel est son bilan environnemental? Il n'est pas mauvais. Il a fait le Grenelle de l'environnement. Et il a fait le protocole de Nagoya, bon, on connaît moins ça, mais c'est hyper important en matière de biodiversité. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde de l'autre côté de l'échelle du temps, du côté de Macron, qui, bien sûr, n'a pas d'accord électoral avec les Verts, et qui nous présente, avec Hulot, le programme le plus environnemental qu'on a jamais porté dans ce pays. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, qu'on vote pour les Verts ou qu'on vote pas pour les Verts, de toute façon, le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, va mener une politique environnementale. On aura un échange après. Non, préparez vos questions, puisqu'on va effectivement pouvoir se parler. Alors je continue. Autre exemple, c'est celui du MoDem. Là, c'est un exemple un peu plus taquin, parce qu'on nous présente le cœur de l'alliance programmatique entre En Marche et le MoDem comme étant la loi de moralisation de la vie publique. Oui, j'en vois déjà qui sourit. Évidemment, même sans accord avec le MoDem, peut-on penser une seule seconde que Macron, président de la République, ne mette pas en œuvre exactement les mêmes mesures après l'affaire Fillon, sachant que Fillon lui-même avait annoncé qu'il prendrait ces mesures-là. Donc, je n'ai pas foncièrement l'impression que cette stratégie du vote des petits partis soit extrêmement porteuse. Mais ça n'a rien non plus d'étonnant, parce que si on avance dans notre réflexion et qu'on essaye de dépasser les constats, qu'on va un peu plus dans l'analyse, on s'aperçoit que structurellement, eh bien, le système de la représentation ne peut pas faire du vote quelque chose qui a une trop grande portée. Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que 9 élus sur 10 n'ont absolument aucun pouvoir. Ces élus-là, c'est des élus précis, hein. C'est les élus des assemblées, par opposition aux élus des exécutifs. Et quand je parle des assemblées, je parle de toutes les assemblées locales, les assemblées nationales, c'est-à-dire le Parlement, qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, et le Parlement européen. Alors, je vais vous parler que du Parlement national, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais vraiment, on pourra en discuter d'ailleurs, mais je vous demande de me croire sur parole, c'est pire, hein, c'est pire pour le Parlement européen et les assemblées locales. Donc, concentrons-nous sur le Parlement. Quelles sont ses fonctions théoriques au Parlement? Eh bien, sa première fonction théorique, c'est de faire la loi. Je travaille au Sénat, hein. Est-ce que le Parlement fait la loi en France? Franchement? Mais il pourrait peut-être. Non, il ne peut pas. Et non. Alors, je vais vous prouver que non. Mais après, on pourra, encore une fois, c'est prévu. L'échange est prévu. Pourquoi moi, je pense que non? Et surtout, je ne fais pas que le penser, parce qu'en fait, quand je suis arrivé il y a 14 ans au Sénat, je n'avais pas d'idée précise, mais j'imagine que si on m'avait posé la question, j'aurais répondu que oui, le Parlement peut faire la loi. Et maintenant, avec mon expérience, je tire la conclusion exactement inverse. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, d'abord, 7 lois sur 10 sont d'origine gouvernementale. C'est ce qu'on appelle des projets de loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui les rédige et qui les présente au Parlement. Mais là, mesdames, j'imagine que vous allez me dire, certes, mais après, le Parlement peut les modifier, ces textes-là. Et c'est vrai, puisqu'il y a un droit d'amendement. Sauf que, croyez-moi, en pratique,
le gouvernement dispose d'un arsenal constitutionnel lui permettant de faire systématiquement obstacle à tout ce dont il ne veut pas. Et en particulier des amendements qui iraient contre des lignes importantes de tel ou tel projet de loi, je n'en ai jamais vu passer. Mais vous allez me dire, il reste 3 textes sur 10 qui sont d'origine parlementaire. C'est ce qu'on appelle des propositions de loi. Ben malheureusement non, ça aussi c'est théorique, parce que la plupart de ces propositions de loi, et surtout à partir du moment où elles font un peu quelque chose, où elles ont un peu de contenu, où elles ont un nombre minimum d'articles, où elles changent un peu les choses, eh bien ce sont de fausses propositions de loi. Ce sont des textes qui en réalité sont préparés par le gouvernement dans les ministères et qui sont présentés au Parlement comme des propositions de loi, alors que ça n'en sont pas. Pourquoi ? Pour plein de raisons. La première raison, c'est que le gouvernement peut avoir envie de faire cadeau d'un texte à sa majorité. La deuxième raison, c'est que le gouvernement peut ne pas avoir envie d'assumer politiquement un texte. Et la troisième raison, alors ça je l'ai vu très souvent, c'est que c'est pratique de faire passer un texte d'origine gouvernementale pour un texte d'initiative parlementaire parce que ça fait accélérer le calendrier. Une proposition de loi, il n'y a pas à la passer en Conseil des ministres, il n'y a pas à faire une étude d'impact et il n'y a pas à saisir le Conseil d'État. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, les véritables propositions de loi qui restent, ben, je peux vous dire que déjà, il n'y en a pas beaucoup, et qu'en général, ça ressemble à un article unique qui porte, par exemple, sur la dématérialisation du journal officiel ou sur tel ou tel point du statut des moniteurs de ski. C'est des vraies propositions de loi, hein, ça. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, les moniteurs de ski, mais ce n'est pas ça qui fait une politique nationale. On en discutera. Autre fonction du Parlement, c'est de faire le budget. Alors là, c'est encore plus caricatural. Non, le Parlement ne fait pas le budget est élaboré par le gouvernement, et ensuite, au cours de la discussion budgétaire, moins de 1% des crédits du budget sont déplacés par le Parlement. Et quand je dis le Parlement, c'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Et encore, dans ce 1%, évidemment, il y a un certain nombre de crédits qui sont déplacés de manière téléguidée par le gouvernement, et en plus, en cours d'exécution budgétaire, c'est ce qu'on appelle la régulation budgétaire, le gouvernement peut tout effacer. La dernière fonction théorique du Parlement, c'est le contrôle du gouvernement. Alors ça, sous la Ve République, ce contrôle il est carrément tombé en désuétude, pour 2 raisons principales. La première, c'est que maintenant que le président de la République est élu au suffrage universel direct, eh bien, il y a un effet d'entraînement qui se produit sur l'élection législative. Et donc, alors là, avec Macron, c'est caricatural, mais le président de la République qui vient d'être élu dispose d'une majorité extrêmement confortable à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et donc, évidemment, les députés majoritaires n'ont pas intérêt à contrôler de manière trop tatillonne le gouvernement et le président à qui ils doivent tout. Et ils ont encore moins intérêt dans la mesure où il y a un déséquilibre institutionnel, puisque l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement, mais ne peut absolument rien contre le président de la République, alors que le président de la République, lui, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc les députés n'ont vraiment aucun intérêt à chercher des noises au gouvernement. En pratique, le contrôle du gouvernement, aujourd'hui, il est assuré par les médias ou des lanceurs d'alerte. Et éventuellement lorsque ça buzz vraiment beaucoup, il y a des missions d'information ou des commissions d'enquête qui viennent relayer des dossiers qui ont été sortis par d'autres que le Parlement. Donc, selon mon point de vue, 9 élus sur 10, les élus des assemblées n'ont pas de pouvoir. On ne peut même pas les blâmer de ne pas agir, tout simplement parce que ce n'est pas fait pour, d'un point de vue institutionnel. Mais vous allez me dire, il reste 1 élu sur 10 qui a du pouvoir, c'est les élus des exécutifs. C'est vrai. Alors ils pourraient agir cela, mais ils n'y ont objectivement pas intérêt. Alors pourquoi ils n'y ont pas intérêt ? Tout simplement parce que la politique est une carrière. Et donc l'intérêt des politiques, c'est tout simplement d'être élu et réélu. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est dans cette course au poste et aux places, aux mandats, cette course aux honneurs, quelle est la place de l'action ? Elle est assez faible, la place de l'action. D'abord, de manière générale, le plus souvent, ce n'est pas vraiment le sujet, l'action. Le sujet, c'est d'avoir une investiture. Et pour avoir une investiture, ce qui compte, c'est d'avoir bien grenouillé, bien fait son trou dans la mafia de son parti. On s'en fiche de savoir si vous avez mené telle ou telle politique, si vous avez mené telle ou telle action, ce n'est pas du tout le sujet. Mais
à partir d'un certain niveau de notoriété, il peut être intéressant de faire sa place dans une autre mafia qui est celle des médias. Et là, vous allez me dire, dans les médias, c'est important d'avoir un bilan. Ben non, pas vraiment. Je ne sais pas si vous regardez les médias, et particulièrement les chaînes d'infos, les médias politiques, on parle très très peu de l'action passée. On parle beaucoup des phrases et des petites phrases qu'on commente et qu'on recommente. On parle beaucoup de la question de savoir si tel ou tel homme ou femme politique va briguer tel ou tel mandat, mais l'action, pas du tout. Alors, il y a un moment précis où on parle de l'action passée, on parle du bilan, ça c'est vrai. C'est au moment du renouvellement, au moment des élections, surtout quand on est sortant. Donc là, quand même, quand on est sortant, il est de bon ton de pouvoir afficher un bilan. Mais avoir un bilan et avoir agi, ben, ce n'est pas la même chose. Et là, ça devient plus subtil, mais pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'est un bilan idéal. Un bilan idéal, ça comprend deux types de mesures. Premièrement, c'est des mesures gestionnaires, courageuses, douloureuses, mais qui n'ont pu être mises en œuvre que parce que l'opinion publique y a été habitué, qu'il y a eu une maturation de longue date dans l'opinion publique. Alors, l'archétype, c'est la réforme des retraites, ou récemment, les ordonnances travail. Ça fait longtemps, à tort ou à raison, qu'on nous dit qu'il faut libéraliser le code du travail. Donc ça, du coup, ça devient possible au bout d'un moment. Et la seconde catégorie de mesures qui fait partie d'un bon bilan, c'est des marqueurs politiques, des marqueurs idéologiques, des marqueurs symboliques. Souvent, c'est des mesures sociétales, comme le mariage pour tous, mais on peut citer dans cette catégorie la loi de modernisation de la vie publique. Ça ne va pas du tout changer la face du monde, et encore moins de la France, mais c'est des marqueurs politiques. Et donc, en faisant le portrait robot de ce qu'est un bilan idéal, on comprend aussi en négatif et en filigrane ce qui constitue les mesures impossibles à prendre pour le système de la représentation. Le système de la représentation ne peut pas prendre, encore une fois, deux catégories de mesures. La première catégorie de mesures, c'est des mesures qui sont foncièrement impopulaires. Voilà. On ne peut pas promettre à son électorat du sang et des larmes. Alors lui, bon, c'est Churchill, il l'a fait, il a gagné la guerre, il a perdu les élections. Je n'avais pas de meilleur exemple. L'autre catégorie de mesures que le système de la représentation ne peut pas prendre, et ça c'est extrêmement important, c'est des mesures qui bénéficieraient au plus grand nombre, mais qui entrent en conflit direct avec des intérêts minoritaires, structurés, qui pèsent sur le système électoral. Alors on peut penser évidemment au lobby, au système économique, mais en fait ces intérêts ils sont divers et variés, ça peut être l'administration, ça peut être les syndicats, ça peut être le patronat, et ça c'est extrêmement important, ça change tout, parce que ça fait que, in fine, je suis élu, mon intérêt la plupart du temps c'est de ne rien faire. Être élu c'est un véritable éloge de l'immobilisme, pour plusieurs raisons. La première raison c'est que c'est dangereux d'agir. Quand on agit, quand on fait quelque chose, on se fait des ennemis. Soit on agit et on va jusqu'au bout de son action. Et là, forcément, tous ceux qui étaient contre deviennent vos ennemis. Pire, on ne va pas jusqu'au bout de son action et là, on ne satisfait personne, ni ceux qui voulaient que ça aille jusqu'au bout, et encore moins ceux qui ne voulaient pas que la mesure soit entreprise. Autre argument en faveur de l'immobilisme, vous allez me dire, ce n'est pas très populaire de rien faire. Ben oui. Mais le but du jeu politique, ce n'est pas du tout d'être populaire. C'est d'être le moins impopulaire possible. Et ça, ce n'est pas pareil. Parce que, in fine, ce n'est jamais l'homme providentiel qui est élu. C'est le plus petit dénominateur commun. Autre raison pour laquelle s'abstenir est quand même une option favorable, c'est que on en veut toujours plus, nous, électeurs, à un gouvernant d'avoir détérioré sa situation que de ne pas avoir tenu une promesse. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que ne pas agir, c'est aussi une option stratégique, une option politique. C'est quand même pas idiot de laisser à son successeur le soin de prendre des mesures douloureuses et impopulaires pour que toute l'impopularité lui retombe dessus et revenir soi-même assez vite aux manettes. Voilà pourquoi les élus qui pourraient agir n'y ont pas intérêt. Et la dernière raison qui fait que le système de la représentation fait que le vote est structurellement peu opérant, c'est que, évidemment, une part importante du pouvoir est détenue par des autorités non élues.
les gouvernants, les membres du gouvernement ne sont pas forcément élus. Merci Macron, puisque là, on a dans son gouvernement, je ne sais même pas lesquels choisir, tellement il y en a qui ne sont pas élus, et pas des petits ministres à des postes extrêmement importants, des postes clés. Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle n'est pas élue. Nicolas Hulot, j'en pense le plus grand bien, mais il n'est pas élu. Ministre du Travail, Pénicaud, elle n'est pas élue. La ministre des Armées, elle n'est pas élue. La ministre de la Culture, pas élue. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, pas élu. Et je pense que j'en oublie. Pire, les membres de la Commission européenne. La Commission européenne, c'est extrêmement important parce que l'Europe a énormément de pouvoir et la Commission, c'est le gouvernement de l'Europe. Ils ne sont pas élus, ils sont désignés par les chefs d'État et de gouvernement. Et évidemment, il faut prendre en compte le pouvoir de l'administration. Extrêmement important, le pouvoir de l'administration. Une politique, c'est un ensemble de textes, beaucoup de textes. Les élus n'en écrivent pas une ligne de ces textes. Ils n'en changent pas une virgule eux-mêmes. C'est l'administration qui tient la plume. Et on sait très bien que qui tient la plume a le pouvoir. Allons plus loin encore. Parmi tous ces textes qui font une politique, il y en a un certain nombre qui procèdent d'une impulsion politique. Mais l'immense majorité, ce n'est pas du tout le cas. Pour l'immense majorité, ces textes-là sont des productions autonomes de l'administration. Donc, si je me résume jusqu'ici, je peux arriver déjà à une conclusion liminaire pour notre propos. On a un droit de vote, plutôt un vote, qui ne permet pas véritablement de choisir ses représentants, qui ne permet pas de savoir précisément quelles mesures vont être entreprises, qui de toute façon aboutit à un gouvernement de centre droit, tout ça parce que 9 élus sur 10 n'ont aucun pouvoir et que les élus qui pourraient agir n'y ont aucun intérêt, sachant qu'une part importante du pouvoir est détenue par des autorités non élues. Donc dans ces conditions, pensez que voter peut modifier la politique qui sera menée dans tel ou tel pays, ça ne relève pas du savoir, ça relève de la croyance. De même qu'on peut croire ou pas croire aux vertus de la prière. Et donc oui, c'était un très bon sujet, Jacques. Il y a quelque chose de véritablement magique dans le vote. Et cette impression-là, elle est renforcée quand on en vient, pour terminer, à se poser la question de savoir, dans ces conditions, pourquoi on vote? Quelle est la raison d'être véritable du vote? Eh bien, la raison d'être véritable du vote, c'est d'être un rituel de pensée magique, à la fois du point de vue des électeurs et du point de vue des gouvernants. Du point de vue des électeurs, le vote est beaucoup plus un acte du cœur que de la raison, du cœur que de la pensée. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on vote? Pourquoi? Alors oui, ponctuellement, on peut avoir l'espoir que les choses changent, mais je ne pense pas du tout que ce soit le ressort principal. Je pense que le ressort principal, c'est le sentiment d'effectuer un acte citoyen. Le sentiment, et je parle de sentiment, d'appartenir à une collectivité, un ensemble qui nous dépasse. Cette collectivité, c'est la collectivité nationale. C'est fort quand même, c'est pas rien. C'est presque aussi fort que ça. C'est un bon match de foot, un bon match de Coupe du Monde, surtout quand on la gagne. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça de l'aventure collective dans le vote. Et on le ressent d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé de voter. Et c'est la raison pour laquelle, quand on s'abstient, ou quand on prône l'abstention, pire comme moi, eh ben, forcément c'est mal vu, parce qu'on a l'impression de s'exclure de la communauté. Et ce sentiment d'appartenance nationale, en plus, il ne joue pas qu'à l'échelle de la communauté, il joue à l'échelle des clivages politiques, parce qu'il y a encore énormément de gens qui continuent de voter parce qu'ils se sentent de droite ou de gauche, même si ça ne correspond pas à leur intérêt objectif de classe. C'est-à-dire que les artisans et les commerçants qui votent à droite, je ne suis pas sûr qu'ils y aient foncièrement intérêt. Et de même que la gauche caviar, je ne suis pas sûr que fondamentalement elle y ait intérêt. Mais ils le font quand même parce que ça relève du sentiment. Donc c'est ce que je disais, plus l'acte du cœur que de la raison. Ça marche aussi, cette explication de pensée magique, au niveau des élus, au niveau du pouvoir, parce que le vote apparaît... Ah, ici, ah oui, ça c'est fait. Voilà. Le vote apparaît du point de vue des gouvernants comme un rituel de régénération.
Alors ce rituel-là, ce besoin de régénération, il a toujours existé, y compris à des époques où le pouvoir n'était pas démocratique. Dans l'Antiquité, on avait besoin de justifier les décisions du chef, même sa légitimité, et pour ça, on consultait les oracles. Aujourd'hui, on consulte le corps électoral. Et dans les deux cas, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'interprétation qu'on en fait qui compte. Prenez les dernières élections. Le résultat, c'est 14%. C'est-à-dire que Macron a remporté le Grand Chelem avec 14% de l'électorat, si on prend en compte, je parle du premier tour de l'élection présidentielle, donc si on prend en compte l'abstention, les votes nuls et blancs, et les 9 millions de Français qui sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales. Donc avec 14%, il remporte le premier tour de l'élection présidentielle, il est sûr de remporter l'élection présidentielle en se retrouvant face au FN, et quand on remporte l'élection présidentielle, on est sûr de gagner aussi les législatives. Donc 14, c'est le résultat, et 100, c'est l'interprétation. 14 égale 100% des pouvoirs. Et c'est là que c'est extrêmement fort, parce que Macron, il est nouveau, il n'avait pas été élu avant. Mais prenez le cas de quelqu'un qui aurait été réélu, qui était complètement discrédité, qui était à bout de souffle, qui ne pouvait plus rien faire. Et bien, à partir du moment où il y a ce rituel de régénération, où il a de nouveau gagné les élections pour diverses raisons, il va apparaître blanc comme neuf, nouveau, le perdreau de l'année, comme si c'était un être nouveau, alors que c'est la même personne, avec les mêmes équipes, les mêmes administrations. Du jour au lendemain, la vision qu'on en a complètement changé. Et là où ça devient totalement magique, c'est qu'en plus, quelle que soit la base électorale, eh bien cette légitimité électorale, elle s'inocule, elle est transmissible, elle est contagieuse, simplement en touchant. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron, il vient d'être élu, il touche les ministres qu'il nomme et il les rend légitimes. En les nommant, il les rend légitimes. De même que les commissaires européens, il les rend légitimes. De même que les centaines et les milliers de personnes qui sont nommées dans les administrations, à la tête des directions, dans les agences, dans les entreprises publiques, sont rendues légitimes. Et alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de mon petit brûlot, parce que je sais que je ne ferai pas mieux. C'est vraiment quelques lignes, et après je conclus. Comme du temps où le roi thaumaturge guérissait les écrouelles par simple imposition des mains, celui qui est touché par la grâce électorale peut en oindre n'importe qui. Le vote imprègne par capillarité tous les leviers de direction. Peu importe que la source se tarisse, 14%. La capacité d'absorption du système est colossale. Une goutte de vote humidifie tout le buvard du commandement. Pour employer une métaphore plus tendance, le fonctionnement du système est proprement viral. La majorité des électeurs inocule le virus à l'élu qui peut le refiler à qui il veut. Et ça, c'est magique. Et donc, en conclusion, eh bien oui, un scrutin électoral, ça a tout d'un grand spectacle de magie. Par des tours de passe-passe, des minorités deviennent des majorités. On a des programmes qui semblent tout améliorer comme par des coups de baguette magique. Des millions d'électeurs qui disparaissent, pouf, d'un coup d'un seul. À chaque scrutin, on a de l'illusion. Mais surtout, on a des trucs. On a des ficelles, des grosses ficelles que j'ai essayé de mettre en lumière. J'espère y être parvenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La conclusion, j'ai voulu la laisser ouverte justement pour nos échanges. Mais je vois 3 possibilités, moi. On peut en discuter. Première possibilité, on arrête de voter et on demande, on réclame des réformes institutionnelles. Ça a été mon positionnement jusqu'ici. Deuxième possibilité, on continue de voter en réclamant des réformes institutionnelles. Ça, c'est un petit peu plus l'option Mélenchon. Et puis, troisième possibilité, on continue de voter en croisant les doigts. Ou plutôt en faisant une sorte de pari de Pascal électoral. Pop philosophie, donc on va terminer par un philosophe. Vous vous souvenez du pari de Pascal ? Il est possible que Dieu n'existe pas, mais il y a quand même une chance qu'il existe. Et dans ces conditions, j'ai quand même tout intérêt à parier qu'il existe. Le pari de Pascal électoral, ça pourrait ressembler à ça. Il est fortement probable que voter ne serve à rien. Mais il est aussi possible que ça serve un petit peu. Donc, dans ces conditions, j'ai quand même tout intérêt à continuer de jouer le jeu. Alors, cette option, moi, je la comprends très bien. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir ça. Mais dans ces conditions, soyez cohérent avec vous-même. Allez jusqu'au bout de votre logique et recommencez à prier. Merci.
Alors maintenant, il y a un temps d'échange que j'attends avec impatience et que je redoute tout autant. Alors, monsieur, c'est plus facile quand on est au premier rang, bien sûr. Moi, je ferai deux reproches à votre exposé. C'est très peu. Oui. Le premier, c'est que vous êtes borné à la Ve République, parce que tous les régimes électoraux ne fonctionnent pas de la même façon. Celui de la 4e et la 3e, c'est pas celui de la 5e. Premier point. Donc, moi, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et le deuxième est un peu plus sérieux comme critique. La critique est plus sérieuse. C'est-à-dire que vous avez fait un exposé complètement décontextualisé du point de vue historique. Parce que vous avez... Ce que vous dites, on ne peut pas être contre tout ce que vous avez dit sur les inanités du vote, les fonctionnements, etc. Mais il y a une autre fonction au vote. Prenez la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Elle porte sur la place publique un débat de fond qui continue encore aujourd'hui sur ce que c'est que la laïcité. Donc, à l'époque, en 1905, c'est un débat public important que celui-là qui se tient au Parlement. C'est pas seulement la loi. C'est que la démocratie, ça fonctionne aussi dans l'opinion, indépendamment des élections. Les gens en parlent de ça. Prenez ensuite, et puis j'arrête là, toutes les lois sociales qui suivent 1944 et le Conseil national de la résistance, la création de la sécurité sociale, etc. C'est pareil. On ne peut pas dire à ce moment-là que c'est seulement les gouvernants, c'est porté par le combat de la résistance qui, dans la clandestinité, etc. Et donc, on ne peut pas dire que ce fonctionnement tel que vous l'avez décrit, il est seulement celui-là. Bon, d'abord, il est limité à la Ve République. Donc, et là, je vous suis parce que il n'y a pas en Europe un seul fonctionnement parlementaire comme le nôtre. On est dans une monarchie présidentielle. Moi, quand j'emmenais mes élèves à l'Assemblée nationale, ils me posaient toujours la question, mais pourquoi ils sont si peu nombreux? Sauf quand il y avait les questions d'actualité, etc. Et c'était facile de leur répondre, quoi. Et donc, ce que vous avez dit est juste sur le plan de la Ve République, mais encore une fois, il y en a d'autres. Et puis, il y a même dans la Ve République, prenez j'arrête là, hein, la loi de Mme Veil sur l'avortement. On ne peut pas dire que c'est seulement dans les instances parlementaires. C'est un débat qui est porté par 68 et la question du droit des femmes qui va beaucoup plus loin que l'enceinte parlementaire. Voilà. Je pense qu'il faudrait un peu arranger, quoi. Alors, déjà, je vais commencer par une remarque consensuelle. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais m'expliquer. Je ne dis pas que c'est mal de voter. Je dis qu'on a tendance à croire qu'on est, et c'est un mal à mon avis que toute époque connaît, qu'on est à la fin de l'histoire. On a toujours tendance à croire que ce qu'on a, ça ne peut pas être différent, parce que finalement on manque d'imagination, et ça ne peut pas être mieux, et qu'on n'a pas d'horizon. Le fond de mon discours, mais j'avais un temps limité, c'est de dire que, évidemment, il vaut mieux ce système-là et ce régime avec toutes ses imperfections que ceux qui les ont succédés. Et j'élargis encore même l'horizon par rapport à votre question. Mais je pense que les deux questions que vous posiez étaient liées d'ailleurs. Il vaut mieux ce système de la représentation à l'ancien régime. C'est beaucoup mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut encore avoir beaucoup mieux. Il faut savoir et penser qu'on peut encore avoir beaucoup mieux. Et moi, dans mon livre, je propose, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais je propose des pistes de solutions qui seraient des systèmes tout à fait différents, mais qui seraient des systèmes véritablement démocratiques, là où nous avons un système qui, à mon sens, n'est pas la démocratie. Parce qu'il ne faut pas confondre l'état de droit, qui est extrêmement précieux, et la démocratie. La démocratie, c'est un système très précis de gouvernement, et l'état de droit, c'est le fait qu'on ait des droits et des libertés, qu'on puisse faire valoir, et ça, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais c'est disjoint, c'est deux choses qui ne sont pas identiques. Ce que vous faisiez remarquer, c'est que le système de la représentation avait abouti à des résultats. C'est ce qu'avec beaucoup de mauvaise foi, je classe dans le bon bilan. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est un système immobile, parce que ça serait faux. D'évidence, ça n'est pas immobile, puisque l'état de la législation en 1900 et l'état de la législation en 2017 n'a absolument rien à voir. Et comment ça a changé? Ça a changé graduellement, parce que ce système-là, à bon an, mal an, fonctionnait avec la petite enclave de Vichy dont je ne parle pas. Mais voilà, donc effectivement, mais c'est un système qui nécessite
énormément d'actions de la part des forces vives qui ne sont pas des forces institutionnelles et qui ne sont pas des forces élues pour faire avancer l'état des mentalités et le débat public. Et en fait, le système politique n'est pas là pour lui-même faire avancer le débat public, mais pour en être le réceptacle. C'est-à-dire que la loi tire la conclusion de l'évolution des mentalités, de l'évolution d'un état social. C'est un système qui permet de faire évoluer les choses, mais de manière extrêmement graduelle, lente, et, je dirais presque, un peu à contretemps. Là, je pense qu'on peut être à peu près d'accord. Je crois avoir répondu à votre... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il faut vous lancer, on est entre nous. Hein. Entre deux mots, lequel il faut choisir, ça ira, c'est rapide. Et le problème, c'est démocratie et dictature aussi. Comment Alors, la recherche du moindre mal, c'est ce dans quoi le système de la représentation, le système électoral actuel nous enferme. Parce que moi, quand je publie mon machin, je ne fais pas le fier à bras non plus. Je ne dis pas que j'ai la solution. Je dis que je propose quelque chose. Je propose une moins mauvaise solution, selon mon point de vue, mais on pourrait me démontrer le contraire et je l'entendrai tout à fait. C'est-à-dire que les électeurs, en général, aujourd'hui, se sentent piégés. Ils ne cherchent pas leur idéal, puisque leur idéal est inaccessible, ils cherchent la moins mauvaise solution. Mais il y a des systèmes institutionnels qui permettraient des réformes beaucoup plus ambitieuses et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que permet le système de la représentation. Je ne vais pas faire planer le mystère plus longtemps. Moi, ce que je prône, et c'est pareil, on peut en discuter, c'est un système de mandat unique, un régime d'assemblée. Le régime d'assemblée, ce n'est pas très connu en France parce que ça a mauvaise presse, étant donné que ça a été essayé une fois, c'était le régime de la terreur. Mais c'est essayé depuis des siècles par les Suisses et ça marche très bien. C'est un système où l'Assemblée nationale a beaucoup plus de pouvoir que la nôtre, c'est pas très compliqué, et où le gouvernement est inféodé au législatif. Et surtout, un système de tirage au sort. Je suis persuadé que tout un chacun, si on était tiré au sort et qu'on nous mettait en face de nos responsabilités, en situation de responsabilité, on ne serait pas si idiot que ça. Et je crois que c'est ça, le pari de la démocratie. Le pari de la démocratie, actuel, de la représentation, c'est une hypocrisie. C'est de dire, on est tous compétents pour choisir le gouvernant, mais on n'est pas tous compétents pour gouverner. Pourquoi ? Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si je suis compétent pour déterminer qui va gouverner, pourquoi est-ce que je serais assez débile, en revanche, pour ne pas être capable, moi aussi, si on m'explique bien les choses, de prendre des décisions qui aillent dans le sens de l'intérêt général, surtout si en plus je suis tiré au sort une fois pour un mandat qui a une durée déterminée et que ce n'est pas une carrière politique. Il y a des choses qui sont possibles. C'est ça que je veux dire. Oui. Ce système fonctionne avec une obligation de vote de la part des citoyens. Alors, ils sont tous obligés de voter. Parlez dans le micro parce qu'on ne vous entend pas, madame. Alors, non, mais je peux répéter. Si on n'entend pas, je peux répéter. Je disais que ça fonctionne à partir du moment où le citoyen est obligé de voter. Il y a une obligation de vote. Alors, dans le système que je propose, on est tiré au sort. Non, mais pour le citoyen. Donc déjà, il n'y a plus de... on est tiré au sort, donc il n'y a plus de vote. Le gouvernant est tiré au sort. Oui, le gouvernant. Voilà. Mais maintenant, l'Assemblée, elle est élue comment ? Elle n'est pas élue. Elle est tirée au sort. Tirée au sort. Tirée au sort. Tout le monde est tiré au sort. Ça a été développé par... c'est pas utopique. Mais concernant le vote, justement, vous ne pensez pas qu'on en est arrivé là ? Oui. Parce que, justement, le vote n'est pas obligatoire, que les gens ne se sentent pas concernés, parce que, justement, excusez-moi, mais il y a tout le monde qui dit depuis longtemps ça ne sert à rien de voter, parce qu'on n'a jamais ce qu'on veut, etc., donc on ne se déplace pas. Et c'est ce discours-là qui fait que les gens ne vont plus voter. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Parce que si tout le monde votait, peut-être, et si tout le monde s'engageait dans la politique, et s'intéressait, est-ce que finalement on n'en serait pas là, quoi, tout simplement ? On en est là parce que les gens s'en désintéressent. Je vais répondre à 3 choses. Premièrement, s'impliquer, s'intéresser, s'engager, etc. On a eu 2 mascarades pendant l'élection présidentielle. L'une moins que l'autre, c'était la campagne de Mélenchon et surtout celle de Macron avec les comités locaux. Vous pouviez
vous impliquer dans la campagne en adhérant à En Marche, et là vous participiez à des comités locaux qui agitaient plein d'idées pour aboutir à la conclusion qu'il fallait un peu monter la CSG, baisser les charges sociales et libéraliser le code du travail, c'est-à-dire faire exactement ce qu'on fait depuis 40 ans. Alors soit les mecs des comités locaux ont vraiment pas d'imagination, soit il y a un loup dans la bergerie. Donc cette espèce d'implication qu'on demande dans le cadre du système institutionnel actuel, c'est une arnaque. Mais je vais répondre précisément à deux choses sur votre remarque. Première chose, c'est la question de l'utopie. Qu'est-ce qui est utopique? Expliquer à un mec d'il y a 5 siècles qu'aujourd'hui, un gars qui a tous les pouvoirs les lâche tous parce que 60 millions de Pékins sont venus voter contre lui et élire quelqu'un d'autre et qu'il y a une alternance, mais c'est impensable. On vit aujourd'hui en pleine utopie. Autrement dit, le tirage au sort demain, c'est notre utopie actuelle, mais je ne pense pas du tout qu'elle soit utopique. Dans quelques siècles, je ne sais pas quand, peut-être même avant, c'est possible. Et vous posiez la question ensuite, troisième point, du vote obligatoire. Alors le vote obligatoire, il y en a deux versions aujourd'hui qui sont défendues. Une version abominable et une version tout à fait discutable. La version abominable, c'est le vote obligatoire sans reconnaissance du vote blanc. Alors ça, c'est absolument intolérable, parce que c'est ce qu'on appelle un suffrage censitaire inversé. Vous voyez, le suffrage censitaire, c'est quand on pouvait voter qu'à partir du moment où on avait une certaine fortune. Ben là, c'est exactement l'inverse. Si vous rendez le vote obligatoire avec une amende qui le sanctionne, comme c'est le cas en Belgique, comme le président de l'Assemblée nationale, qui est un peu ma cible dans la vie, François de Rugy, le prônait dans sa dernière proposition de loi. Il estimait, du haut de son indemnité parlementaire, qu'une juste et bonne et raisonnable amende, au cas où on n'aille pas voter, ça soit autour de 50-70 €. J'ai compté le nombre de fois où lui, il n'avait pas voté, et je peux vous dire que la bille, hein, l'addition, elle est assez élevée et qu'elle pourrait renflouer en partie les caisses de l'État. Donc, quand on oblige les gens à voter sans qu'il y ait reconnaissance du vote blanc, ça fait que Mme Bettencourt, elle peut se permettre de s'abstenir si elle considère que ça ne lui convient pas, alors que le chômeur ou le smicard, lui, il ne pourra pas. Donc ça, c'est intolérable. En revanche, vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc, pourquoi pas? Parce que là, c'est un pacte social. Là, pourquoi pas? Mais la reconnaissance du vote blanc, il faut savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui peut avoir, qui ne changerait pas la face institutionnelle de la France, mais qui peut avoir un intérêt. Parce que ça supposerait qu'à partir du moment où le système politique n'a pas réussi à mobiliser suffisamment en sa faveur, eh bien, on rejoue l'élection avec de nouveaux candidats. Ça fait réfléchir. Voilà. Je voudrais vous interroger comment vous pensez la relation entre la superstructure, celle que vous exposez, de notre système politico-juridique, et ce que j'appellerais les infrastructures, c'est-à-dire des corps constitués qui ne sont pas directement avec vocation politique, mais qui participent du politique, P majuscule. Et j'entends par là un certain nombre, je ne sais pas, vous pouvez en avoir, je ne sais pas, une chambre de commerce, un syndicat patronal ou de salariés, j'irais une association, je ne sais pas moi, de la Fédération des retraités, que sais-je. Comment est-ce que vous examineriez donc cette articulation qui sont quand même là aussi, sont dans ces organismes-là, quand même, il y a des jeux de pouvoir aussi. Alors, avec, on peut y reconnaître les travers que vous auriez pu déjà, enfin ce que vous nous avez exposé pour ce qui concerne le personnel politique, mais c'est quand même important parce que c'est là où finalement, enfin, dans notre contemporanéité, se forme beaucoup la construction politique citoyenne de chacun, je dirais pas du corps social que nous constituons, nous, voilà, dans ce pays qui s'appelle la France. Le système de la représentation, que moi je qualifie d'oligarchie élective, est fait pour les corps constitués. C'est un système qui est intermédiaire entre l'ancien régime et la vraie démocratie, qui, elle, serait faite pour tous, pour tout un chacun. Le système de la représentation est fait pour que une sorte de lutte entre ces corps constitués aboutisse à des équilibres, des rapports de force qui déterminent une voie médiane, avec un énorme bémol que je tiens à souligner, c'est que dans la plupart des démocraties du monde, c'est le pognon qui fait la politique.
C'est l'argent qui fait la politique. En France, ce n'est pas le cas. Pour quelque chose de très important à mes yeux, qui sont les lois de financement de la vie publique. Et d'ailleurs, il manque exactement la même chose pour le syndicat, le syndicalisme. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis assez sceptique quant aux propositions que le gouvernement va faire sur la formation professionnelle, parce qu'on ne peut pas véritablement réformer la formation professionnelle, l'orienter vers ceux qui en ont le plus besoin, si en même temps on n'a pas une loi de financement du syndicalisme, parce qu'aujourd'hui c'est l'argent de la formation professionnelle qui finance le syndicalisme et qui est en réalité détourné pour ça. Mais je reviens aux lois de financement de la vie publique. Ça rend le système politique indépendant des grands intérêts financiers, des grands intérêts d'argent, contrairement à, par exemple, ce qu'on observe aux États-Unis. Et ça fait que, en quelque sorte, le politique, dans notre pays, il est auto-entrepreneur. Il roule à son compte. Et j'en reviens à mon paradigme du relatif immobilisme. Il n'a pas intérêt à trop agir. C'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt à mener une politique trop à droite ou trop à gauche. S'il mène une politique trop à droite, tout le monde est dans la rue, c'est la chienlit, il y a des bavures, ça ne marche pas. Et s'il mène une politique trop à gauche, tous les lobbies qui sont extrêmement puissants et qui, eux, tiennent l'argent et qui font la croissance, voilà. Donc c'est un système qui est fait pour ces corps constitués dont vous parliez. Ouais. Eh ben, je crois que mon temps... Peut-être. Alors, je peux une dernière question. Oui, ce qui me gêne dans votre présentation, c'est que il n'y a pas de prise en compte de la concentration dans le domaine économique, du pouvoir économique, de très grands groupes qui se sont constitués à l'échelle au-delà de la France et à l'échelle quasiment planétaire, et ce rapport-là avec le politique, précisément. Il ne peut pas y avoir un morcellement politique, une démocratie telle que vous le souhaitez, avec un pouvoir économique concentré à ce point et qui donne aucune prise en fait réelle au pouvoir dans l'action. C'est pas tout à fait un hasard si on a un système d'élection. Vous êtes peu étendu là-dessus. Ce scrutin uninominal à 2 tours est un scrutin qui est, je veux dire, qui pousse à la concentration et à la professionnalisation. On a la même chose au niveau local avec le mode d'élection des conseillers généraux, voire même le mode de scrutin régional et municipal. Et je trouve que vous faites totalement abstraction de du rapport entre le pouvoir économique et le pouvoir politique et surtout l'organisation institutionnelle nécessaire à ce pouvoir économique. Alors, je vais répondre brièvement à cette question, qui évidemment est extrêmement pertinente. Si je semble négliger cet aspect-là des choses, c'est parce que je crois au pouvoir du politique. Je suis dans la croyance, mais je vais démontrer que le politique peut déjà faire beaucoup de choses. Du jour au lendemain, le politique peut revoir toutes nos institutions. Du jour au lendemain, le politique peut réformer la formation professionnelle et lutter, à mon sens, un peu plus activement contre le chômage. Oui. Maintenant, la question de la concentration économique, évidemment, et dans les médias, etc., j'y ai en partie répondu en disant qu'avec les lois de financement de la vie publique, on y échappe en partie, mais on y échappe à l'échelle de notre petit territoire. Et évidemment, les décisions pertinentes ne peuvent être prises qu'à mon avis à une échelle beaucoup plus importante, au moins à une échelle continentale. Et ça, c'est un autre débat. C'est lié, donc je néglige pas la pertinence de la question. Et je crois que je vais être obligé de rendre l'antenne. Je vous remercie, merci beaucoup.